Et donc pour commencer cette discussion, pour poser quelque part le socle de la problématique des emplois et des compétences, je vais vous proposer de commencer par une keynote. Alors une keynote assise ou debout, c'est comme vous voulez, Monsieur Litz, comme vous vous sentez le plus à l'aise, pour nous cadrer le sujet, c'est-à-dire quand on parle de problématiques d'emploi et de formation s'agissant de photovoltaïque, il est important déjà de savoir de quoi on parle, j'ai envie de dire même de qui on parle. Et pour ça, donc, de s'en remettre à votre travail d'observation, puisque Solar Power Europe, c'est une organisation, une association qui fournit des informations sur le marché, donc à travers des rapports tels que les perspectives du marché mondial de l'énergie. Et là, en l'occurrence, vous êtes penché tout particulièrement sur les questions des emplois et des compétences. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup déjà pour l'invitation et pour le magnifique congrès qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, oui, comme vous avez mentionné, donc, je m'appelle Christophe Litz et je travaille chez Solar Power Europe, qui est donc l'association industrielle qui représente le secteur photovoltaïque auprès de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil européen. Et ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est principalement pour présenter un rapport qu'on a produit l'année passée, qui est un rapport annuel dans lequel on analyse de manière quantitative combien de personnes travaillent aujourd'hui dans le secteur européen, dans la filière photovoltaïque européenne en 2023. Alors je suppose que ça peut bouger. Donc voilà, c'est le petit rapport, petite introduction. Et donc pour commencer, exactement d'où est-ce qu'on vient, quelle est la taille du secteur photovoltaïque. C'est probablement la première question qu'on peut se poser. Premièrement, en 2023, le marché photovoltaïque en Union européenne, c'était 61 gigawatts. C'est une croissance assez impressionnante, de déjà plus 50% par rapport à l'année d'avant, 41 gigawatts, 40-41 gigawatts, qui était elle-même déjà plus de 40% plus grande que l'année d'avant. Donc comme on voit, et tout le monde doit être au courant, je suppose, nous avons un secteur vraiment en croissance sur ces dernières années, et ce secteur en croissance a besoin d'emplois, a besoin de jobs très concrètement pour installer les panneaux solaires, pour les produire, pour les recycler et pour maintenir les centrales en place. Donc, si je regarde aujourd'hui le statut vraiment de l'emploi photovoltaïque de l'Union européenne en 2023, combien de personnes travaillent exactement? Donc ici, j'ai deux graphes. Celui sur votre gauche représente vraiment les 4 secteurs qu'on analyse au sein de notre étude. Qui donc, tout à fait à gauche, on a le manufacturing, donc c'est vraiment la question industrielle, donc la production de panneaux solaires. Là-dedans, on inclut à partir du silicone jusqu'au module et on inclut les onduleurs. Ensuite, la question du déploiement, donc vraiment l'installation de panneaux solaires, qu'elle soit en toiture ou en centrale au sol. S'ensuit une question de operation and maintenance, donc vraiment la maintenance de centrales en place, et ensuite les questions de recyclage. Alors comme on voit, c'est la barre bleue que vous avez au milieu de la slide. On avait à peu près en 2023 un peu plus de 900 000 personnes qui travaillaient dans le secteur photovoltaïque en Europe de manière générale. Alors il est important de noter que ces emplois sont à la fois les emplois directs et les emplois indirects. Donc par les emplois directs, on veut parler des emplois qui sont directement liés à la filière photovoltaïque. Donc c'est vraiment les usines photovoltaïques, les installateurs, les entreprises de recyclage. Et par les emplois indirects, on veut mentionner toutes les industries qui découlent d'une certaine manière de l'industrie photovoltaïque ou pour qui l'industrie photovoltaïque est un client. C'est-à-dire que, par exemple, ce sont la production d'acier, la production de verre, les sociétés de transport, etc. Donc parmi ces 4 secteurs, ce qu'on voit le plus, c'est qu'à peu près plus de 80-85% des emplois en Europe à ce moment, c'est vraiment dans le secteur des installations. Donc c'est vraiment la pose de panneaux solaires en toiture et en centrale au sol. Alors, avec le discours qu'on a entendu sur les dernières tables rondes, c'est pas encore tellement surprenant aujourd'hui. On voit que la filière de l'industrie représente à peu près un peu moins de 50 000 emplois. À noter que pour la question des emplois de l'industrie, ces chiffres sont de 2022 et on sait qu'entre 2022 et 2023, il y a eu du mouvement, mais les ordres de grandeur sont relativement similaires. Ensuite, pour les secteurs vraiment de la maintenance des centrales, on est à peu près à 65 000 personnes qui travaillent dans ce secteur et un peu moins de 7 000 qui travaillent dans la question du recyclage et de la réparation de panneaux solaires. Alors, à terme, on s'attend que l'industrie et vraiment la proportion prise par la construction de panneaux solaires en Europe va augmenter, notamment grâce au Net Zero Industrial Act dont on a pas mal déjà discuté dans les séances précédentes, et également
les questions de recyclage qui vont être une filière essentielle dans les années à venir, principalement d'ici entre 2025 et 2030. Et donc pour revenir peut-être un peu plus précisément sur ce qu'on entend dans la filière industrielle et où sont les emplois aujourd'hui dans cette filière. Donc ici sur ce graphe, vous avez à chaque fois deux barres. À chaque fois, la barre de gauche représente le nombre de personnes employées dans cette filière et la barre de droite représente la capacité de production qui est affiliée à ce secteur particulier, à cette filière particulière. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en Europe, la majorité des emplois dans l'industrie sont au niveau des onduleurs, donc des inverters qu'on a ici. C'est à peu près un peu plus de 75%, 75% de l'industrie, de l'emploi industriel. Ensuite, une grande partie se trouve au niveau du silicone, donc c'est principalement et quasiment exclusivement en Allemagne pour Wacker, dont on a déjà parlé aussi dans la séance d'avant. En troisième lieu, on a les modules, dont évidemment, basés sur les chiffres de 2022, on avait encore quelques industries en Allemagne, en Italie, en France, en Autriche, certaines qui ont malheureusement dû fermer entre-temps, qui se sont délocalisées, on en a parlé. Et ensuite restent les ingot wafer et les cellules, qui sont probablement les filières industrielles les moins développées en Europe en ce moment. Ensuite, si on regarde en Europe en termes de pays, quels sont les pays, en tout cas les plus grands employeurs dans la filière photovoltaïque en Europe? Sans grande surprise, on retrouve les États qui développent le plus la technologie photovoltaïque et les États qui installent et qui ont les plus gros objectifs. Alors on retrouve en premier lieu l'Allemagne, avec à peu près 150 000 personnes qui travaillent dans le secteur. En deuxième lieu, on a la Pologne, qui peut paraître surprenant étant donné que c'est un gros acteur, un gros installateur de panneaux photovoltaïques en Europe, mais peut-être pas le deuxième plus grand comme on peut le voir ici. La raison est à trouver dans le fait qu'il y a une différence entre le nombre d'emplois qui sont générés par la filière en toiture et la filière de centrale au sol. Pour les questions d'économie d'échelle, simplement qu'une centrale au sol requiert moins d'emplois que développer une filière en toiture. Et la Pologne est, ou en tout cas était l'année passée, à 80-85% un secteur en toiture. Ensuite, dans les pays qui suivent, on retrouve des pays assez classiques comme l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, qui est donc plus ou moins le même profil que la Pologne, avec beaucoup d'installations en toiture et très peu en centrale au sol pour l'instant. Ça va changer dans les années à venir. Et puis la Pologne et la Grèce avec à peu près des profils similaires. Forcément, quid de la France, où est-ce qu'on en est? Alors au total, en France, en 2023, on avait à peu près 40 000 personnes qui travaillaient dans le secteur au sein des 4 filières qu'on analyse, donc de l'installation, de l'ONM, donc c'est pour Operation Maintenance, donc vraiment la maintenance de centrales, le recyclage et puis la filière industrielle. On en a déjà parlé dans les séances d'avant, effectivement, les questions de recyclage ne sont pas encore très développées, par manque de produits et de demandes, et la question industrielle, forcément, espère ou va probablement augmenter dans les années à venir, notamment avec les acteurs qu'on a entendus avant, Holosolis, Carbone, qui prévoient de grandes capacités, mais une énorme majorité reste dans le déploiement d'installations photovoltaïques. Et donc, si on fait, donc je mentionnais auparavant qu'il y avait effectivement une différence entre le nombre d'emplois en termes d'installation de centrales au sol et d'installation en toiture. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la part d'emploi qui est représentée par les centrales au sol, donc en jaune, et par les toitures en bleu. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau général, donc dans l'Union européenne, donc c'est la barre tout en bas, à peu près 75% des emplois sont représentés par une filière en toiture comparé à 25% pour les centrales au sol. C'est un constat qui fait sens quand on regarde les capacités installées. Donc en capacité installée en Europe, de manière générale, on est à peu près à 2 tiers d'installation en toiture contre 1 tiers d'installation de centrales au sol. Et ça se représente bien parmi chaque pays qu'on observe. On voit que l'Espagne, à peu près au milieu, est le pays avec le plus d'installations au sol, avec le plus d'emplois dans l'installation au sol, mais aussi que c'est le pays avec la part d'installation la plus grande dans les centrales au sol et un marché en toiture qui est encore grandissant, mais assez neuf jusqu'à présent. Si je regarde un peu dans les perspectives qu'on a donc dans les années à venir, donc on était à peu près un peu plus de 900 000 emplois dans la filière en 2023. En 2024, on ne s'attend pas à une croissance énorme du secteur ou de l'emploi, en tout cas pour une raison principale, c'est que de 2022 à 2023, la filière photovoltaïque a
explosé en Europe, elle a fait plus 50%, on est arrivé à 60 gigawatts. On ne s'attend vraiment pas à reproduire ce schéma-là en Europe en 2024. On s'attend à une croissance européenne peut-être de plus 5, plus 10% si on est optimiste en termes d'installation, ce qui laisse un marché de entre 65 et 70 gigawatts, ce qui est quelque chose de colossal comparé à quelques années auparavant. Mais en termes d'emploi, la proportion d'emploi ne va pas augmenter tant que ça. Et ensuite, au fur et à mesure des années, en 25, 26, 2027, la perspective d'emploi va totalement augmenter avec la taille du marché. Mais on restera quand même sur une croissance relativement modeste parce qu'on s'attend aussi à un certain shift, un déplacement entre un marché en toiture qui va devenir probablement plus petit que le marché de centrale au sol. On s'attend à ce que le marché de centrale au sol se développe beaucoup plus via notamment des appels d'offres en France ou en Allemagne, en Italie jusque récemment, même si la situation a un peu changé. Ce qui explique que la croissance en termes d'emploi ne va peut-être pas suivre exactement la même tendance que la croissance d'installation en tant que telle. Ceci dit, d'ici 2027, quand on regarde les scénarios les plus ambitieux, on atteint quand même 1,4 million d'emplois d'ici 3 ans et demi, ce qui est quand même plus 40% comparé à 2023, ce qui représente seulement une croissance plus que respectable. Et donc pour faire un bref résumé et terminer cette mise en introduction, on va dire, de cette dernière table ronde, on voyait qu'en 2023, on avait donc à peu près 900 000 personnes qui étaient employées par le secteur photovoltaïque en Europe, et la plupart de ces emplois sont générés par la filière vraiment de l'installation, du déploiement, que ce soit en centrale au sol ou en toiture. En deuxième point, on voit vraiment qu'une augmentation très forte, donc le nombre d'emplois qui a augmenté de 32% entre 2022 et 2023. Cette croissance de l'emploi qui a forcément été poussée par la croissance du secteur de manière générale, qui est passée de 40 gigawatts à 60 gigawatts, donc plus 50% en un an. Et sur les emplois de manière générale, on voit que encore très peu, moins de 10%, à peu près 8% des emplois, en tout cas en 2022, étaient dans la filière industrielle. Ce chiffre est probablement peut-être un peu plus bas aujourd'hui en 2024, étant donné les différentes fermetures ou relocalisations qu'il y a eu au cours de l'année précédente. Et enfin, les 3 derniers points, et puis je laisserai place au débat. 75% des emplois actuels sont toujours dans la filière de solaire en toiture. On s'attend à ce qu'il y ait un certain changement à ce niveau-là, avec de plus en plus vers les centrales au sol. Et enfin, en 2024, donc comme j'expliquais, une croissance relativement limitée attendue du secteur en termes d'emploi, parce que le secteur en tant que tel va probablement grandir à un rythme moins vite que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et enfin, on s'attend tout de même, d'ici les 3-4 prochaines années à venir, à avoir pas mal de croissance en termes d'emploi. Donc on parle de 1 million de personnes à 1,4 million de personnes. Et peut-être pour introduire la séance, il est important de voir que les chiffres qu'on présente ici, quand on parle de 1,4 million de personnes, ce sont le nombre de personnes dont on a besoin en fait pour répondre à la demande qu'on s'attend à avoir en 2027. C'est-à-dire que la demande de solaire qu'on a en 2027 est un input pour trouver combien de personnes on va avoir besoin. Et donc on voit qu'on va avoir besoin de 40% de personnes en plus. Et la question c'est comment va-t-on les former, d'où vont-ils venir, de quel secteur, comment va-t-on pouvoir amener simplement 400 000 personnes en plus d'ici 3 ans simplement. 400 000 questions, 400 000 personnes à recruter. Effectivement, c'est une petite question auquel il faut commencer à réfléchir d'ores et déjà, même si on parle de 3 ans. Merci à vous pour ce panorama de l'évolution de l'emploi en Europe, donc avec une vision prospective. Moi, je vous propose avec Valérie Poplin qu'on le confronte quelque part, cette analyse, à ce que vous avez, vous, observé en Occitanie. Alors, je le disais, vous êtes directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications d'excellence, habitat, énergie et éco-construction. Alors, peut-être redéfinir déjà ce que c'est que le campus, parce que je ne suis pas persuadée que tout le monde soit au courant. Avec plaisir. Allez-y, je vous en prie. Merci, bonsoir à tous. Merci au CERF pour cette invitation et pour cette belle journée. Me suis nourrie de plein d'informations qui permettront d'aller plus loin dans la réflexion sur l'adaptation des formations et peut-être apporter des réponses, en tout cas de notre place à nous en Occitanie. Alors, le campus des métiers et des qualifications, qu'est-ce que c'est? Donc, moi, je représente un réseau qui rassemble tous les acteurs de la formation professionnelle. L'objectif des campus en général, des CMQ,
c'est de mettre autour de la table, comme je disais, tous les acteurs, à savoir le monde économique, avec les entreprises, les organisations, les fédérations, les organisations professionnelles, les pôles de compétitivité et les établissements de formation. Donc sous la tutelle de la région Occitanie et de l'éducation nationale, nous réfléchissons tous ensemble à comment faire évoluer l'appareil de formation et adapter les réponses formation pour mieux répondre aux besoins. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions, même lorsque c'est un peu complexe, pour nourrir, alimenter les besoins en compétences. J'avais quelques... Voilà, c'était... Donc vous pouvez passer à la suivante, puisque celle-ci... juste voilà. De quoi il s'agit, finalement, voilà. Quand même qu'on voit. Donc au niveau périmètre géographique... Voilà, c'est le bassin de périmètre. Oui, je vais être autonome, super, merci. Au niveau périmètre géographique, donc on est sur l'est de l'Occitanie. Et on développe des actions, donc principalement sur le Gard et l'Hérault, mais avec objectif vraiment de rayonner à minima sur l'Académie de Montpellier, donc l'ex-Languedoc-Roussillon, et généralement plutôt aujourd'hui sur l'Occitanie. Parmi les actions que nous menons, il y a justement des études. Et on a eu en 2023 la chance de participer avec le pôle de compétitivité d'Herbie, avec un autre campus, le campus des métiers des qualifications. Je vais peut-être changer de micro, non? On m'entend bien? Non, je vous entends très bien. Ok, parfait. Le campus des métiers des qualifications transition énergétique et l'école nationale des ingénieurs de Tarbes a une étude donc, qui s'appelle DIAC-TAS. TAS pour technologie avancée des systèmes énergétiques. Et au travers de cette étude, on a regardé très en détail, avec toutes les entreprises de nos réseaux, les besoins et l'évolution des besoins sur 5 ans en matière sur toute la chaîne de valeur en fait, du photovoltaïque. Donc j'ai juste une slide en fait, à vous présenter qui permet de discuter et de mettre en... Alors non pas de confronter, parce que voilà, vous allez vite voir qu'on arrive au... Oui, c'est vrai que j'ai utilisé le mot confronter, mais c'est plutôt mettre en perspective au niveau complètement. régional, finalement. Oui, qu'on arrive fort heureusement à des constats similaires. Donc on a travaillé sur l'ensemble de la chaîne de valeur, comme je le disais, de manière très synthétique sur cette diapo. Vous pouvez tout de suite identifier, alors c'est représenté par un petit éclair noir, les métiers en tension. Donc bon, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de sujets hein, à ce niveau-là. Peut-être vous notez sur la chaîne de valeur, donc la brique produire, fabriquer, qui ne note pas véritablement de besoin. Alors oui, ça c'est un petit peu décalé. Donc on a les opérateurs de production pour lesquels il n'y a pas véritablement de besoin en Occitanie puisqu'il n'y a pas encore de fabrication chez nous. En revanche, on prévoit une augmentation des besoins en termes d'opérateurs de démantèlement. On y a fait référence ce matin. Il y a un souhait appuyé de la part de la région de voir une filière de recyclage des panneaux photovoltaïques s'installer. Voilà, donc sur les métiers en tension, on reprend chef de projet. On va avoir sur l'installation et la maintenance des difficultés de recrutement, évidemment sur les installateurs, mais aussi sur les techniciens de maintenance. Des électriciens, de toute manière, tout le monde en veut, hein, avec la transition énergétique, c'est un métier d'avenir, sans aucun doute. Des technico-commerciaux, donc ça, c'est par rapport à d'autres filières qu'on a étudiées, c'est propre à la filière photovoltaïque. Et puis, tous les métiers en lien aussi avec le pilotage et l'arrivée de plus en plus de la data, du digital, dans cette filière. Donc là, il y a à la fois des tensions sur les emplois, mais aussi des nécessités. Donc là, c'est représenté par la petite roue rouge, des mutations fortes dans ces métiers qui existent déjà, mais qui vont changer et qui interrogent du coup l'appareil de formation
pour que l'on puisse retravailler les ingénieries de formation, créer de nouveaux modules, les adapter. Et puis, pour terminer, donc, voilà, il faut aussi former davantage d'ingénieurs spécialisés. On a des très belles écoles d'ingénieurs en Occitanie, évidemment, mais il y a un sujet sur l'adaptation de certains cursus. Idem pour les techniciens de bureau d'études. On vous voyait avec la petite étoile jaune, métier émergent. Donc là, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, avec le développement plutôt de l'agrivoltaïsme. Évidemment, il y a aussi des profils venant de l'agro qui arrivent, donc, dont des ingénieurs agronomes que l'on forme déjà, évidemment, mais c'est un sujet qu'il faudra regarder avec cette filière-là, puisqu'il y aura des besoins spécifiques à cette filière. Donc, on a regardé également l'adéquation avec l'offre de formation, puisque c'était la question. C'est l'objectif, oui. C'est la question brûlante. Est-ce qu'on produit assez de profils Alors, il y a une offre de formation existante. Elle est non seulement existante, mais elle est forte en Occitanie. Pour autant, vous verrez sur le haut de notre jolie marguerite, avec les chefs de projet, les experts QHSE et les évaluateurs environnementaux, un besoin de formateurs. Il faut, pour pouvoir déployer de nouvelles formations, notamment sur les installateurs avec les certifications quali-PV, il nous faut former davantage de formateurs. Je discutais hier avec un collègue d'un établissement du campus qui développe de la formation continue, qu'il avait énormément de demandes sur ces formations quali-PV et qu'il ne pouvait pas ouvrir de nouvelles sessions parce qu'il manquait de formateurs. Donc là, c'est un point que l'on ne voit pas toujours, mais voilà, pour former, il faut des formateurs. Ça paraît évident, mais alors, les formateurs de formateurs, qui sont-ils et comment est-ce qu'on va les chercher? Alors, sur ces métiers très techniques, clairement, on peut aussi faire appel dans les entreprises peut-être à des profils qui souhaiteraient faire passer leurs compétences, transmettre, les identifier et pourquoi pas, en tout cas, il y a vraiment un besoin d'accélérer à ce niveau-là pour pouvoir répondre derrière à la formation des installateurs et des électriciens. Accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les démultiplier, vraiment, on a besoin de massifier ces formations. Il y a eu un coup d'arrêt il y a quelques années avec le moratoire. C'est des compétences qu'on a perdues dans les établissements de formation, donc il faut les reconstituer. D'accord. On parle du moratoire de 2010, donc effectivement, 15 ans après, on en a encore le contre-coup. James Bickins, vous qui êtes en corrélation, en contact direct avec les entreprises qui recrutent, déjà peut-être quelques observations par rapport aux métiers en tension qui sont évoqués. Est-ce qu'effectivement, c'est des métiers qui reviennent quand vous avez des discussions avec vos clients? Et si oui, ou même s'il y a d'autres métiers sur lesquels ils peinent à recruter, quelles solutions voyez-vous finalement pour arriver malgré tout à trouver les bonnes compétences? D'abord, merci beaucoup d'avoir organisé cet événement qui est vraiment magnifique et bonsoir à vous tous. Et d'avoir fait preuve aussi de résilience parce que je vois l'heure est déjà avancée. Et l'emploi arrive à la fin de cet échange, de cette journée. Et pourtant, je pense que c'est un sujet clé, essentiel, qui mérite peut-être parfois aussi d'être traité un peu plus en amont. Parce que quand on parle déjà aux politiciens, je pense que l'emploi est toujours un sujet clé. Et voilà, ça c'est juste un petit message comme ça. Maintenant, par rapport à la question, je trouve le travail que Valérie et son équipe ont fait pour cette jolie marguerite, là, c'est un très bon travail parce que sur le terrain, je ne peux que confirmer les métiers qui sont en tension, les compétences qui sont pénuriques. Et ce que Christophe a présenté aussi, je trouve c'est très intéressant, mais il y a une partie qui, dans l'analyse, je me suis permis de la regarder de façon un peu plus approfondie, qui était la projection pour la France, qui, même si elle n'apparaît pas ici, Christophe va me corriger si je me trompe, mais il y a des choses qui m'ont frappé dans les projections, notamment sur l'évolution de l'emploi en France,
dans le solaire photovoltaïque. Si on prend le scénario médian, corrigez-moi si je me trompe, on voit au moins d'ici 2027 doubler le nombre de salariés dans le solaire photovoltaïque en France. C'est à peu près, je simplifie. Si on prend le scénario optimiste, on va tripler. Ce qui veut dire que si on prend le scénario médian, la moitié des gens qui vont travailler en 2027 dans la filière n'y sont pas aujourd'hui. Si on prend le scénario optimiste, ça veut dire que 2/3 des gens qui vont y travailler en 2027 n'y sont pas aujourd'hui. Donc il faut les trouver. Avec les entreprises, on essaie de les trouver aujourd'hui, mais on se rend compte quand même qu'il y a une pénurie sur ces métiers qui ont été présentés par Valérie il y a quelques instants, et on le constate sur le terrain. Alors comment gérer cela? Comment est-ce qu'on peut pallier à cela? Déjà, la première chose, à mon avis, c'est d'anticiper, de se lancer aussi dans une démarche où on essaye de prévoir sur un horizon plus moyen et long terme quels sont nos besoins et comment est-ce qu'on peut les décliner jusqu'à un niveau qui permet de travailler sur des enjeux de formation, travailler sur des enjeux de reconversion professionnelle. Et c'est un atout qu'on peut présenter, c'est un sujet qu'on peut développer, parce que c'est une filière qui arrive à attirer des gens venant d'autres métiers, avec des compétences qui sont transposables. Donc nous essayons de porter ce message aussi auprès de nos clients. Et je sais, ce n'est pas facile pour une PME, pour une ETI, de prendre le temps de former les gens, de les intégrer, et aussi après de les garder. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le fait, c'est une chose d'attirer les gens, mais c'est une autre chose de garder l'équipe aussi à bord. C'est un chasseur de tête qui vous le dit, je vais me tirer une balle dans le pied, mais le but n'est pas toujours de chasser les mêmes profils chez le voisin à côté, parce que ça ne fait pas évoluer la filière. Ce qui fait évoluer la filière, c'est de faire entrer des compétences qui créent une dynamique, qui vont stimuler le développement de la filière. Et cette dynamique-là, on la trouve aussi ailleurs. Donc aujourd'hui, de le regarder toujours chez le voisin, dans le jardin à côté, regardons dans les quartiers qui sont à gauche, à droite, en face de nous, regardons un peu plus loin, attirons ces gens-là, et il faut qu'on arrive à les intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que de notre côté, au niveau des entreprises, on ait cette ouverture d'esprit. Il y a certains acteurs qui le font, qui le pratiquent, d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble comment est-ce qu'on peut amplifier cette dynamique-là. L'autre chose, c'est aussi, je pense, il faut féminiser plus nos métiers. Il faut féminiser. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée, quel est le taux des femmes dans les énergies renouvelables au niveau des cadres. On fait cette analyse annuellement parce qu'on fait un benchmark des rémunérations. Et on n'est pas mieux, on n'est pas pire que le moyen de l'industrie française, mais on est autour de 24-25% au niveau des cadres. Au niveau des postes de direction, on est au niveau de 10%. C'est bien peu par rapport déjà à une donnée démographique qui est il y a plus de femmes en France que d'hommes. Donc, si on veut se priver de cette force de travail, de cette main-d'œuvre, bon, ça serait dommage. Donc, d'être prêt aussi, notamment dans les métiers où ce n'est pas juste un métier technique aujourd'hui qu'on porte. Il y a des enjeux. On a entendu ça aussi aujourd'hui dans la journée d'ancrage territorial, d'adhésion, d'aspects où je pense on a tout intérêt à travailler cet aspect-là. Il y a un autre aspect que je souhaite aussi mettre dans le débat. Il y avait une pénurie aussi sur les métiers de conception, d'ingénieur bureau d'études. Je pense chacun de vous va dire que c'est extrêmement difficile de trouver des ingénieurs en génie électrique, c'est une denrée rare, voilà. Aujourd'hui, de les trouver en France, c'est vraiment de chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, ces ingénieurs-là, ils existent. Mais pas ici en France.
Donc à un moment, je pense qu'il faut se pencher aussi sur le sujet d'une immigration choisie. Alors, tiens, je vais rebondir sur ce que vous dites, effectivement, pour relancer la parole donc, à Valérie Poplin, parce qu'effectivement, on a bien compris, donc ne pas chasser chez le voisin, donc ça veut dire ne pas aller débaucher chez le concurrent, hein, pour lui dire les choses à peu près clairement. Donc, et puis après, il y a la question donc, d'aller chercher plutôt dans le quartier, donc ça veut dire dans d'autres filières industrielles où les compétences sont transposables. Est-ce que du coup, vous avez identifié, Madame Poplin, les secteurs sur lesquels on peut aller chercher des compétences? Et si oui, comment est-ce qu'on va les attirer vers les filières qui nous intéressent, en l'occurrence la filière photovoltaïque? Alors, avant de parler secteur, j'ai envie de parler modalité de formation. C'est-à-dire qu'en effet, on a parlé hommes, femmes, mais il y a également un sourcing, un vivier qui existe pour la formation continue, en reconversion. Et là, j'ai envie de dire, peu importe, c'est un souhait, un chemin individuel qui est fait. Ce sur quoi il faut que nous apprenions à jouer, c'est sur l'attractivité de la filière. Donc, dans l'étude qu'on a fait, on est allé jusqu'à la mise en place d'un plan d'action, parce que, comme on le disait, en fait, on fait tous les mêmes constats, et des constats de carence. Il faut maintenant trouver des solutions, passer à l'action. Donc, on ne voulait pas terminer cette étude sans parler de solutions. Et parmi vraiment les enjeux, là j'ai parlé de 4 enjeux, en fait, notre plan d'action est beaucoup plus complet, mais sur les 4 enjeux majeurs, puisque comme je le disais, l'offre de formation, elle existe en grande partie. La difficulté qu'ont les organismes de formation, c'est la même que vous. C'est-à-dire qu'ils ne remplissent pas leur stage de formation, que l'on parle de formation initiale, scolaire, ou que l'on parle de formation continue. C'est difficile de trouver les candidats. Et pourquoi c'est difficile de trouver les candidats? Moi, je rejoins Jen, c'est pas un manque d'attractivité intrinsèque à la filière. C'est les énergies renouvelables, ça a du sens pour les jeunes. Le photovoltaïque, c'est pas moins sexy qu'un autre milieu pour travailler. En revanche, la plupart des gens ne connaissent pas les métiers. Donc, ils ne se projettent pas dans une carrière dans l'énergie parce que ça ne fait pas partie des métiers qu'ils ont forcément sous les yeux au quotidien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer des campagnes de communication? Ça veut dire, on le fait déjà, hein, on le fait déjà, mais il faut augmenter encore, il faut travailler tous ensemble. Je rejoins complètement, j'adhère complètement aux propos de Jens, comme quoi c'est assez vain d'aller piquer les talents d'une entreprise en une autre. Et quand je discute d'ailleurs avec les responsables recrutement des entreprises, avec les RH, elles sont un peu fatiguées, je dis elles, parce que là, il y a des filles, par contre. C'est vrai. Ils sont un peu fatigués de ça, quoi, de ce mercato, en fait, des talents. Il faut davantage travailler ensemble. Dans le plan d'action, on est même allé jusqu'à imaginer une marque employeur filière. C'était un des aspects intéressants, je trouve. Si je peux rebondir juste là-dessus. Et après, je donne la parole à Christophe Litz. À un moment, j'ai entendu parler, ce qu'il nous faut, c'est un Top Gun des énergies renouvelables. Vous vous rappelez tous Top Gun, film des années 80, la Navy américaine qui a lancé ça. Bon, je ne veux pas aller si loin, mais je pense qu'on a une chance là. Il faut attirer les gens très tôt, quand ils sont très jeunes. Et ça commence bien avant la formation universitaire. On connaît tous ceux qui ont des ados, les stages de 3e année. Mais il y a aussi aujourd'hui les stages de 2e année. Il y a aussi la possibilité de faire les journées portes ouvertes. Je pense qu'il faut qu'on crée à ce niveau-là aussi un climat qui permet d'attirer les gens, déjà bien en amont, quand ils se posent la question, quelle formation est-ce que je veux faire plus tard et quel est le métier que je veux faire plus tard. C'est un sujet, à mon avis, qu'il faut travailler. Peut-être travailler avec le syndicat des énergies renouvelables. Tout à fait. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il faut le faire au niveau de la profession. Ce n'est pas une entreprise seule qui peut le faire, mais il y a plein de choses avec aussi, pourquoi pas une université du photovoltaïque. Je vous le dis, l'université nucléaire, ça existe. Mais l'université du photovoltaïque... Pourquoi pas. Voilà. Alors avant qu'on prenne peut-être des questions, s'il y en a, Christophe Litz, on a entendu parler d'aller chasser chez le voisin, donc dans son jardin, aller chasser dans le quartier.
Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui permet d'envisager d'aller chercher plus loin dans le département, dans la région, voire dans les pays d'à côté? Donc, du coup, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'overview au niveau européen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dénominateurs communs qui permettent de dire à une entreprise française, bah, moi, je vais aller recruter des Allemands, des Espagnols, des Polonais, dont on a vu effectivement qu'ils étaient très nombreux. Est-ce qu'il y a des plateformes, des passerelles, pardon, plutôt communes, ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut d'abord harmoniser? Alors, oui, si je peux aussi réagir à ce qui a été dit Bien avant, sûr, parce que bien sûr. vraiment, je suis d'accord avec quasiment 95% de ce qui a été dit. On manque de filière, c'est une belle filière qui peut recruter. Mais j'aime aussi beaucoup ce qui a été dit dans la session d'avant, où on parlait qu'il faut euh, comment expliquer Euh, réenchanter un petit peu la filière auprès des jeunes pour expliquer, avoir une certaine envie de venir travailler dans la filière. Parce que on disait qu'effectivement c'est une filière qui est belle, les gens veulent y travailler, mais ça reste aussi une filière très technique, c'est une filière très manuelle. Et aujourd'hui, de manière générale, les filières manuelles ne sont pas spécialement valorisées, et je parle même pas spécialement valorisées socialement. Quand on demande à un jeune ce qu'il voudra faire aujourd'hui, s'il veut travailler dans le secteur photovoltaïque ou renouvelable de manière générale, ça va plutôt être des profils d'ingénieurs qui vont vouloir travailler, mais peu vont vouloir devenir électricien pour le photovoltaïque. Travailler dans la construction pour le photovoltaïque, c'est beaucoup de travail de couvreur, de travail en toiture. C'est pas spécialement des métiers valorisés. Et je trouve que là, il faut faire la nuance entre c'est une filière que les gens voient comme positive parce qu'on combat le réchauffement climatique, etc., etc. Mais ça reste une filière manuelle qui, à grande échelle, n'est pas nécessairement toujours socialement valorisée pour les travaux techniques. Et c'est le seul point que je voulais réagir. Et par rapport à votre question, oui, alors là, en Europe, le problème qu'on a peut-être par rapport à d'autres régions, comme je pense les États-Unis, c'est qu'on ne parle pas tous la même langue. Oui, c'est vrai. Et ça fait déjà une différence assez importante juste pour passer d'un pays à l'autre. Après, cette barrière est généralement très vite outrepassée d'un pays à l'autre. Même si mon couvreur ou mon électricien parle polonais, c'est la même chose. Ici, quand ça fonctionne, je lui fais confiance. Le problème qu'on voit principalement en Europe quand la question est vraiment d'avoir des mouvements transfrontaliers, c'est que les certifications ne sont pas toujours reconnues d'un pays à l'autre. Un électricien allemand ne pourra par exemple pas spécialement faire les mêmes opérations en France ou en Belgique ou au Luxembourg, simplement pour une question de régulation. Et donc, même dans des régions où on pourrait simplement passer la frontière ou juste travailler de l'autre côté de la frontière très rapidement, bah, ça bloque déjà une énorme partie de la mobilité. Et c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler. À terme, ce qu'on aimerait voir dans l'idéal, ce serait même d'avoir une certification européenne pour les électriciens. Ce serait quelque chose qui va être de plus en plus nécessaire, d'autant plus que le photovoltaïque, c'est un petit peu la première chaîne, mais derrière, on va avoir le développement des voitures électriques, le développement des pompes à chaleur, le développement des batteries de stockage qui vont demander de plus en plus de compétences. Et donc, il va falloir aussi de plus en plus d'électriciens, de plus en plus qualifiés. Et je pense qu'harmoniser la filière est quelque chose qui pourrait forcément faciliter les mouvements. Et il y a déjà des outils européens. Il y a le Pool for Talent, par exemple, en Europe, qui permet vraiment déjà de poster par exemple, son profil et d'apparaître sur des compagnies à travers plusieurs pays européens. Et il suffirait d'adapter, alors suffirait c'est un grand mot, c'est toujours facile à dire, mais il suffirait d'adapter ces plateformes aux besoins des politiques énergétiques des pays pour vraiment mettre en avant ces profils-là. Ça pourrait déjà aider ce genre de questions. Mais c'est vraiment la question du passage transfrontalier et des reconnaissances certifications qui pose problème aujourd'hui. Ce qui fait écho à ce que disait Jen Vikin sur le temps qu'on consacre aussi à accueillir un nouveau candidat, quelle que soit sa langue, ses certifications, pour l'intégrer finalement et le fidéliser. Il est déjà 18h05. J'ai peur malheureusement qu'on n'ait pas le temps de prendre des questions parce que c'est vrai que le temps était très ténu finalement pour le sujet dont il s'agit. Peut-être une quand même. On va dire 2 questions, allez. Allez. Alors, c'est une question un peu technique, je ne sais pas si on peut vraiment répondre. Est-ce que, par exemple, en termes d'emploi, en termes de besoin d'emploi, entre 1 mégawatt développé au sol et 1 mégawatt, c'est une question qui est posée en toiture, est-ce que le besoin d'emploi c'est le même ou est-ce que la toiture c'est plus ou au contraire la toiture ou le sol, enfin, est-ce que dans vos études vous êtes allé jusqu'à ce point de précision? Pour répondre très rapidement, oui. 1 mégawatt en toiture demande plus de main-d'œuvre qu'un mégawatt de centrale au sol pour des questions d'économie d'échelle, simplement. Très bien, très clair. Alors, il y a une personne qui dit, mais au fond, quelle est la fiabilité en fait, de vos projections sur le nombre d'emplois? Est-ce qu'il y a une marge d'erreur possible? Autrement dit, quelle est votre méthode en fait, pour arriver quand même aux chiffres assez précis que vous avez donnés?
sans faire trop long. Alors, sans rentrer dans toute la méthodologie, oui, forcément, il y a une marge d'erreur. Sinon, j'aurais le plus beau métier du monde et tout le monde voudrait m'embaucher. Mais alors, c'est effectivement une méthodologie qui est différente en fonction de chaque segment qu'on analyse. Pour rentrer très très rapidement dans la méthodologie, mais s'il y a des questions après, je peux rentrer plus précisément. Dans tout ce qui est secteur du déploiement, qui est donc à peu près 80% de l'emploi, on part vraiment de la capacité qu'on estime qui va être installée dans les années à venir. Donc c'est déjà un premier niveau d'estimation. Et on fait une estimation du coût par mégawatt. Et ensuite, on isole le coût du travailleur dans cette estimation. Ensuite, en divisant par le coût d'un travailleur, on obtient le chiffre total. Mais oui, forcément, il y a des marges d'erreur. Et simplement, si je veux regarder une marge d'erreur à un niveau supérieur, on fait effectivement des prévisions pour la taille du marché solaire d'une année à l'autre. L'année passée, on avait estimé que le marché solaire européen ferait à peu près 56-57 gigawatts. Il s'avère qu'il en a fait 60-61. C'est déjà une petite marge d'erreur qui joue. Merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question pour finir cette table ronde et terminer en fait cette journée avant que le président Nyssen puisse conclure. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui, tout simplement, à un jeune qui aurait envie de travailler dans le photovoltaïque? En 30 secondes chacun, tous les trois. Quelle formation? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ladies first. Non, ladies first. Ben, c'est évidemment une filière d'avenir et je crois que c'est une filière également accueillante et qui permet d'évoluer. Ça, c'est très important et c'est ce que souvent c'est très vendeur pour les jeunes. Leur dire que voilà, ils peuvent rentrer par un premier niveau de qualification, mais que voilà, il y a un parcours qui se déroule devant eux pour gagner en qualification et atteindre le métier qu'ils souhaitent atteindre. Merci. J'aurais tendance à dire prendre la responsabilité, créer de l'impact et contribuer à un meilleur monde. Et tout ça dans un contexte où vous trouvez des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Parce que c'est un métier de passionné. Il faut avoir de la passion déjà pour faire ce qu'on fait. Et je pense que ça parle aux gens, ça parle aux jeunes et ça les attire. Merci. Monsieur Litz, dernier mot. J'allais dire effectivement un métier d'avenir forcément, mais si je peux compléter autre chose, je dirais que c'est aussi une filière qui s'inscrit dans un système plus général en transition. C'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à travailler dans le photovoltaïque et à se dire ça va être que ça. Le photovoltaïque va être une composante essentielle d'un système énergétique dans le futur et en faire partie, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Et en termes de connaissances aussi, on étend tout son champ de connaissances juste en travaillant dans une filière. Merci, bonne conclusion. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.